Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur la gamme Fujifilm. L'idée de cette vidéo, c'est d'aider les gens qui débarqueraient chez Fuji en se grattant la tête et en se disant mais qu'est-ce qui distingue ces appareils photo et de vous guider un peu dans les grandes différences entre ces boîtiers-là. Alors ici, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Si vous hésitez entre deux boîtiers précis, j'ai probablement un comparatif pour vous aider uniquement dédié à ces deux boîtiers ici. Mais ici, c'est juste de vous orienter dans les grandes différences à connaître dans ces boîtiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont est articulée actuellement la gamme Fujifilm, c'est en 4 ou 5 boîtiers. Vous avez la gamme principale, le cœur de gamme Fujifilm, dans des appareils polyvalents, qui sont le XT, avec un chiffre ou avec deux chiffres. Par exemple, en 2019-2020, on a le XT3 avec son version compacte en XT30. De manière générale, ils vont partager 99% des mêmes fonctionnalités. Ce qui va surtout les distinguer, c'est le corps de le boîtier en fait. Vous allez avoir un boîtier plus grand avec plus de boutons et une meilleure ergonomie, une meilleure prise en main en fait sur le XT3, alors que sur le XT30, vous allez avoir beaucoup moins de grippe. Vous allez avoir beaucoup moins de boutons, vous allez avoir un viseur beaucoup plus compact et effectivement, on va avoir une ergonomie moins experte. Ce qui va faire le fait que ça soit expert ou non aussi, c'est que sur le XT3, vous n'avez pas de mode automatique, là où sur le XT30, vous avez un mode automatique. C'est évidemment pas les seules différences entre ces deux boîtiers, mais c'est globalement ce qui les différencie le plus. Ensuite, chez Fuji, vous allez avoir une gamme avec le X Pro et le XE. C'est une gamme avec un viseur sur le côté. Ici, le XT3 et le XT30 a un viseur au milieu. La gamme avec le viseur sur le côté, X Pro et XE, globalement, c'est à peu près le même pendant. C'est-à-dire que vous avez le X Pro qui est le gros appareil avec un viseur optique sur les X Pro qui va vous permettre d'avoir une meilleure vue sur la scène, qui même permet de voir hors champ, qui permet en plus, comme vous avez un viseur sur le côté, d'avoir un œil libre où vous pouvez voir librement un peu qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. Et vous avez à peu près la même chose, le viseur optique en moins, dans un corps plus compact, dans la version XE des boîtiers Fujifilm. En plus de cette gamme-là, vous avez une version avec un H, XH. En l'occurrence, on est à la première génération, XH1, sorti au mois de mars 2018, si je ne dis pas de bêtises. Le XH1, c'est globalement un XT3 avec une ergonomie dans un boîtier qui ressemble à un boîtier de réflexe. Donc on a une ergonomie encore plus experte avec un grip très prononcé et surtout un capteur stabilisé. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de cette gamme-là. Donc le XH1, c'est un XT2 avec un capteur stabilisé. Le problème de tous ces boîtiers-là, c'est d'arriver à reconnaître leur génération. Vous avez une première génération qui est marquée principalement par le XT1, XT10 et d'autres, mais on va dire que c'est les principaux. Vous avez une deuxième génération avec le XT2, XT20, X Pro 2, XE3. C'est la même génération et le XH1. Tout ça, c'est la même génération. Et ensuite, maintenant, on est dans une troisième génération avec le XT3 et le XT30 et bientôt le X Pro 3. Donc c'est difficile un peu de comprendre dans quelle génération est le boîtier auquel je m'intéresse. Mais voilà, les générations, elles sont bien là. À chaque génération, entre la première génération, donc XT10 et XT1, on avait un capteur de 16 millions de pixels et un autofocus qui n'était pas toujours très performant. L'autofocus du XT1 et du XT10 suffisait pour peu que ça bouge pas trop, mais ce n'était pas du tout des appareils photo d'action parce que l'autofocus avait tendance à pas mal hésiter et on recommandait par exemple d'utiliser le mode AFS plutôt que le mode AFC dans ces boîtiers-là. Ensuite, vous avez eu la génération suivante. On est passé d'un capteur de 16 millions de pixels sur XT1 et XT10 à un capteur de 24 millions de pixels sur XT2 et XT20. Ça a été vraiment la grosse modification avec un changement de résolution entre les deux. Et un nouveau autofocus. Un autofocus qui, cette fois-ci, répondait vraiment bien sur le XT2. Alors tout ça, c'est partagé, capteur 24 millions de pixels et bon autofocus. C'est partagé par le XT2, c'est partagé par le XT20, le XH1, le XE3 ou le X Pro 2. Donc vraiment, toute cette génération-là, on a une excellente montée en ISO, une excellente qualité d'image et un très bon autofocus qui réagissait bien. Si on doit lui donner un peu, si à un moment donné, on doit donner des limites à cet autofocus-là, on peut dire que sur certains objectifs, c'était un peu lent
Et ensuite, en basse luminosité, l'appareil photo avait parfois tendance à hésiter. Fujifilm a débarqué avec la dernière génération à ce jour, qui est marquée par le X-T3 et par le X-T30, qui ne se démarquent pas vraiment par la qualité d'image. Vous allez avoir globalement la même qualité d'image entre le X-T2, X-T20, X-Pro 2, X3, XH1 et les nouveaux X-T3 et X-T30. Il y a très peu de différence de qualité d'image et de montée en ISO. Donc à ce niveau-là, dynamique, tout ça, il n'y a aucune différence. Finalement, ce qui va les distinguer plus, ça va être surtout l'autofocus qui a été encore une fois amélioré avec un autofocus où vous pouvez même faire un autofocus très rapide sur les bords, chose qui n'était pas possible sur le X-T2. Et en plus, l'autofocus est devenu extrêmement performant, même avec des objectifs qui ont des moteurs autofocus un peu lents ou en basse luminosité. Donc clairement, le meilleur des autofocus, il est aujourd'hui sur le X-T3 et sur le X-T30. Et si je devais retenir une vraie différence entre la dernière génération et celle juste avant, c'est probablement la qualité de son autofocus. Non pas que l'ancienne génération n'était pas bonne, c'est juste que la nouvelle est encore meilleure. Je sais que quand on choisit un appareil photo, et ce qui est difficile, c'est de se dire est-ce que l'ancienne génération va être suffisante pour moi ou est-ce que j'ai besoin de la nouvelle? Dans 95% des situations, l'autofocus du X-T2, XH1, X-T20, X Pro 2, X3 sera largement suffisant. Là où peut-être il va peut-être trouver ses limites, c'est si vous prenez un objectif qui ouvre grand, un autofocus, un objectif par exemple à 1.4 ou à 1.2, ou alors que vous êtes habitué à faire des photos en basse luminosité, ou que vous faites des photos vraiment où ça va très vite, des photos d'action, des photos de sport, là oui, je vous conseille clairement la dernière génération. Mais si vous répondez non à toutes ces questions-là, probablement que vous pouvez vous satisfaire de la génération précédente et économiser beaucoup d'argent. Alors évidemment, si vous faites de la vidéo, vous tombez probablement dans un dilemme entre le X-T3. Le X-T3 est le seul appareil photo actuellement à être capable de faire de la 4K 60 fps 10 bits 422 avec un Fuji. C'est lui qui a les meilleures performances, le X-T3. Malheureusement, le X-T3 n'est pas stabilisé. Le seul à être stabilisé, c'est un appareil photo de la génération précédente qui est le XH1. Fuji a revu ses prix et aujourd'hui on trouve le X-T3 aux alentours entre 1003 et 1005 alors qu'on trouve le XH1 en dessous de 1000 €. Donc clairement on voit bien que le XH1 aujourd'hui a beaucoup baissé de prix. C'est un appareil photo qui a été introduit de mémoire à 1899 € et on le trouve aujourd'hui à moins de 1000 €. Donc le XH1 a été réévalué par Fuji et s'est repositionné dans la gamme tarifaire par rapport aux autres boîtiers. Aujourd'hui, si vous hésitez entre XH1 et X-T3, je pense que comme dans tout choix, il faut faire un compromis et vous avez le choix entre tout miser sur la stabilisation avec le XH1. Alors, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire de la stabilisation. Est-ce que vous avez besoin d'une stabilisation pour faire des vidéos à main levée? Est-ce que vous faites beaucoup de photos en basse lumière sur des choses qui ne bougent pas parce que sinon la stabilisation ne sert à rien? Dans ce cas-là, effectivement, le XH1 est très bien. Est-ce que vous voulez un boîtier qui a une ergonomie style réflexe qu'on va avoir très bien en main avec une poignée prononcée? Un des avantages du XH1, c'était aussi un déclencheur extrêmement silencieux. On a presque l'impression qu'on ne prend pas les photos tant que le clic de l'obturateur mécanique est feutré sur le XH1. Ça, c'est vraiment des caractéristiques fortes du XH1. Le X-T3 a pour lui des qualités photo qui lui permettent d'aller en 4K 60 fps, mais il n'a pas de stabilisation et vous serez obligé de le mettre sur un stabilisateur si vous voulez stabiliser son capteur. En tout cas, on me pose régulièrement la question de qu'est-ce que ça vaut un XH1 fin 2019, puisque le XH1, c'est probablement, je pense, en tout cas c'est mon avis, c'est probablement la meilleure affaire sur le marché des appareils photo aujourd'hui, le XH1. Pourquoi? Parce que c'est un appareil photo qui est extrêmement complet. C'est un appareil photo qui a un super autofocus, qui a une stabilisation absolument dingue. Mais vraiment, il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Ça n'a rien à voir avec... Il y a stabilisation du capteur et stabilisation du capteur. Ici, vous avez une stabilisation, ce qu'on appelle duo. Donc, la stabilisation de l'objectif va fonctionner de pair avec la stabilisation du capteur. Et je peux vous assurer que Fuji a mis un mécanisme IBIS très large. C'est pour ça qu'on a un gros boîtier sur ce XH1. Mais en termes de performance, vous avez des performances de stabilisation qui vont jusqu'à 5 stops pour de vrai.
Là où j'utilise beaucoup de Sony, hein, en ce moment, je peux vous assurer qu'on est à 2 stops et demi, je trouve. Mais celui-là, c'est quasiment le double, hein. C'est vraiment une super stabilisation. Donc pour moi, oui, le Fujifilm X-H1 est encore parfaitement dans le coup, pour peu que vous ne le preniez pas en demandant un autofocus qui soit super méga bon en basse lumière ou en photo de sport. Ce n'est pas forcément son terrain de jeu, et si vous prenez de la basse lumière ou des photos de sport, je vous recommande plutôt le X-T3. Mais voilà, si moi je prenais des mariages, par exemple, je ferais plutôt avec un X-T3 qu'avec un X-H1 en mariage. La stabilisation du X-H1 ne va pas vous faire gagner grand-chose. Probablement que vos convives sont en train de bouger. La stabilisation, ça ne va pas être si important que ça. Donc voilà pour choisir. En tout cas, la batterie de tous ces appareils photo, c'est la même. Fujifilm n'a pas changé de modèle de batterie depuis le début. On a eu une petite déclinaison avec une version S de la batterie, mais vraiment, ça ne change rien. L'autonomie de ces boîtiers-là est quasiment la même au fur et à mesure que ça monte. Pour l'instant, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence d'autonomie. Celui qui a probablement l'autonomie la plus faible, c'est le X-H1 parce que son mécanisme de stabilisation IBIS consomme beaucoup d'énergie. Et c'est sûr qu'il faut avoir dans ces batteries, dans ces valises, des petites batteries parce qu'il peut en manquer de temps en temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors ici, je n'ai pas parlé, un Fujifilm a d'autres lignes d'appareils photo. Au niveau entrée de gamme, plus entrée de gamme encore que la ligne des X-T20, X-T30 qui sont des compacts experts, donc ce n'est pas vraiment de l'entrée de gamme. On va avoir le XA7 qui est en train de sortir et qui s'annonce génial comme appareil photo. Donc je vous invite à aller voir mon test du XA7 pour savoir un peu qu'est-ce que ça vaut. Mais c'est probablement un appareil photo que vous devriez regarder. Si vous voulez un appareil photo qui ne soit pas à objectif interchangeable, vous vous intéressez probablement au X100F. Le X100F, sachez qu'il est de la génération des X-T2. Donc c'est capteur 24 millions de pixels et un autofocus qui est plutôt bon. Moi, personnellement, ça n'a jamais été une ligne que j'ai adorée. Je vous recommande toujours, quand vous vous intéressez au X100F, d'évaluer la possibilité de prendre un X-T20 ou un X-T30 et de lui adjoindre le 27 mm 2.8 qui est un objectif, comme vous pouvez voir, qui est extrêmement compact. Vous avez à peu près la même compacité du coup que le X100F, mais par contre, vous avez toujours la possibilité de changer l'objectif, même si 99% du temps, vous avez ce petit pancake ici, 27 mm 2.8 que vous mettez dessus. Vous avez le 5% ou 1% de votre temps, c'est vous qui décidez, dans lequel vous pouvez mettre un autre objectif. Et ça peut être aussi une super solution de se dire, bon, j'utilise toujours le même objectif, mais j'ai quand même la possibilité d'évoluer. Bon, c'est pas facile comme exercice, hein, ce que je viens de faire, d'essayer de schématiser, de synthétiser un peu toute la gamme Fuji. J'espère que ça va vous aider. Sachez que j'ai des comparatifs pour à peu près tous les appareils photo, donc n'hésitez pas à chercher sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à corriger ce que j'ai dit, à compléter si vous voyez des différences importantes qui n'ont pas été signalées dans cette vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire et vous, n'hésitez pas à aller les lire. Du coup, c'est probablement un bon complément à ce que j'ai pu dire ici. Merci de m'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!